nakomi moto mpona bango. Monsieur Massamba, bonjour. Merci de nous donner l'opportunité de cet entretien. Nous venons ici vous trouver dans votre bureau en pleine séance de travail. Vous êtes un acteur politique bien connu en France et en République démocratique du Congo. De par vos activités, vous avez eu à participer aux élections législatives en 2011. Vous êtes membre de la dynamique de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour avoir votre point de vue, le point de vue de votre parti sur l'actualité politique. Cette actualité est riche. Au plan international, vous avez suivi l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Au plan continental, principalement chez vous en République démocratique du Congo, en Afrique, le pays est confronté à beaucoup de problèmes. Le 19 décembre, ça sera la fin du mandat du président Kabila. Plusieurs initiatives sont prises. Il y a eu le dialogue, il y a eu le sommet de Luanda, coupure du signal de RFI. Tout ça, ça se passe en République démocratique du Congo. Comme acteur politique, je pense que vous avez un point de vue à donner là-dessus. Pour commencer, je vous pose la question sur ce qui vient de se passer aux États-Unis. Que pense votre parti sur l'élection qui a surpris l'humanité tout entière? Beaucoup attendaient Mme Clinton et voilà, Donald Trump a gagné les élections contre les pronostics, contre les sondages. Au PCPI, quelle est la lecture que vous faites de cette élection? Bon, déjà, nous avons plusieurs leçons à tirer. Sur les sondages, on va dire que les sondages se sont trompés. Certains diraient même que les sondages étaient un peu manipulés pour pousser les gens à faire en sorte que Mme Clinton attire les gens dans les urnes. Ça, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire que les sondages, maintenant, il ne faut pas forcément leur faire confiance. Tout dépend de comment cela est organisé. Mais ça a vraiment été une catastrophe pour les sociétés de sondage à travers cette élection. Deuxième enseignement, c'est la démocratie. On a vu comment M. Trump, le président Trump, qui a été lâché par son parti politique, qui est le Parti républicain, et qui a été vilipendé partout, parfois à tort ou à raison. Mais on voit cette personne, sans même parler des médias, qui ont tous pris position contre lui. Aussi voir les partenaires des États-Unis, comme en Europe ici, il y a eu presque une majorité des chancelleries qui ne pensaient que du bien de Mme Hillary Clinton. Eh bien, la démocratie, c'est le peuple. Donc quand je dis, nous, au PCPI, nous disons qu'aujourd'hui c'est le temps du peuple, l'Amérique vient nous démontrer que c'est réellement le temps du peuple. Le peuple américain a choisi et s'est permis de défier tous les pronostics. Et qu'est-ce que cela peut inspirer aux Congolais et à vous autres acteurs politiques? Ça signifie que le peuple doit rester droit dans ses bottes, le peuple doit rester fort dans ses revendications, le peuple doit rester ferme dans sa position. Ça, c'était pour le deuxième enseignement. Oui. Le troisième enseignement, c'est la célérité de l'annonce des résultats. On a vu la succession des résultats, province par province. Donc c'est vraiment l'image de ce que doit faire le Congo. Étape par étape. Étape par étape.
le même jour, et à la fin, on fait le total de tout et on connaît le résultat tout de suite. Donc, pas question de prendre les urnes pour aller les cacher dans un endroit, pas question de falsifier les résultats et de garder les urnes, les résultats secrets pendant 10 jours pour par la suite annoncer un résultat que les autres vont contester. Et je crois savoir aussi qu'aux États-Unis, on n'a pas vu la coupure des médias, RFI, enfin des radios, des télévisions, ni des réseaux sociaux. On n'a pas vu ça aux États-Unis. On n'a pas non plus vu toutes les villes bouclées par des forces armées avant l'annonce des résultats. Mais d'aucuns vous diront que c'est une vieille démocratie. Nous sommes en train de faire nos pas, nos premiers pas. Est-ce qu'il faudrait-il pour faire ces premiers pas, il faut absolument ne pas suivre les bons exemples, tuer des gens parce qu'on fait les premiers pas? Je pense que les premiers pas auraient été possibles, comme il y a des pays qui nous ont montré l'exemple. Après comment on appelait ça, les conférences nationales au Bénin, il y a eu des élections. Il y a eu une première alternance. Qui sommes-nous, nous Congolais, pour montrer au monde que étape par étape signifie que les vraies élections ne doivent pas être valables? Deuxième élection, on va tuer des gens. Troisième élection, on coupe les télévisions, on coupe les radios, on coupe tout, on coupe les réseaux sociaux, on coupe les SMS. C'est ça l'étape par étape du Congo. Rien qu'en Afrique déjà, un pays comme le Bénin nous a montré l'exemple. Après, on peut aller plus loin. On sait que le Ghana, c'est une démocratie. On sait que la Zambie, c'est une démocratie. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Ce n'est pas nous, Congolais, en tant que Congolais, mais les responsables congolais, les Kabila, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est quoi leur démocratie? C'est quoi leur conception de la démocratie? Donc, voilà, quelque part, les observations que je pouvais donner sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, vous avez peut-être omis de parler de l'alternance, non? Ah oui, oui, l'alternance politique, oui. Très important. Ça, c'est une des observations. On a vu le président Obama être, comment je vais dire, avoir... accepté sportivement le... Même pas accepté sportivement. Je vais dire qu'il a beaucoup de soutien, même en fin mandat. Il a une opinion, il a beaucoup d'opinions favorables. Donc les gens jugent son travail au-dessus de la moyenne. Donc il aurait pu aussi dire que absolument les démocrates ne doivent pas quitter, il faut qu'ils continuent parce que. Mais on a vu que c'est une personne soutenue par aucun parti, parce que son parti l'a complètement rejeté, et qui n'a aucun passé politique connu, qui n'est qu'un homme d'affaires, qui s'est battu tout seul, alors que les forces de l'État devaient censées être de côté des gens qui l'administration précédente, et qui a quand même gagné. Ça signifie que c'est un vrai pays démocratique, un vrai pays, et cette démocratie-là qui permet l'alternance, c'est ça l'exemple que nous devons suivre. Voilà. Oui, vous parlez de l'exemple. Entre-temps, au Congo, ça bouillonne. Dernièrement, les gens sont allés au dialogue. Dynamique de l'opposition. Aujourd'hui, on parle d'un groupe du rassemblement, cette plateforme de l'opposition, qui a rejoint ceux qui ont déjà signé l'accord à la cité de l'OUA. Pour ne pas nommer, Willy Michiki, de Rassemblement, a rejoint Kamere et autres. Vous qui êtes de la dynamique de l'opposition, comment avez-vous jugé ce dialogue qui a abouti à un accord? Bon, je peux vous informer ou vous faire comprendre que nous avons été un de ceux, peut-être les premiers à évoquer le dialogue dans toutes nos consultations, partout, dans tous les papiers, depuis l'arrestation de Diomi,
nous avons, depuis d'ailleurs, je vais dire, ce qu'on a considéré comme les faux résultats des élections 2011, nous avons pensé que la meilleure façon de réussir le changement, Oui. le changement que nous voulions, c'était par le dialogue, non plus parce que l'élection avait échoué. Nous avons été parmi ceux-là. Mais alors, nous avons revendiqué les élections. Chemin faisant, on a vu le régime Kabila refuser le dialogue, refuser tout dialogue, parce qu'ils ont choisi, au lieu des élections, ce qu'on a appelé les concertations. Donc, une façon de faire une redistribution, concertation, pour avoir la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, ils l'ont expliqué en désignant une nouvelle équipe gouvernementale. Donc ils ont partagé des postes. Mais cela n'a pas suffi. On a vu les mêmes personnes qui avaient soi-disant résolu un problème avec leur concertation, revenir pour dire que les problèmes n'étaient pas résolus, il fallait absolument un dialogue. Parce que l'UDPS réclamait à corps et à cri ce dialogue. Je vais dire sincèrement que moi je n'étais pas en accord avec l'UDPS, Oui. parce qu'à l'époque où nous demandions le dialogue, l'UDPS exigeait l'impérium. Nous avons eu plusieurs discussions avec les amis de l'UDPS. Pour eux, c'était l'impérium et non le dialogue. Nous avons pensé que c'était le dialogue. Quand l'UDPS commence à revendiquer le dialogue, on est déjà à la veille des élections. C'est en 2015. Ce n'est pas en fin mandat de Kabila que vous allez lui demander le dialogue. Mais entre-temps, M. Massamba, président du PCPI, vous de la dynamique, nous vous avons vu pendant l'année qui vient de s'écouler, 2015, précisément au mois de janvier, prendre le leadership de la lutte à Kinshasa pour empêcher justement ce dialogue et empêcher la révision de la loi électorale. Il y a eu mort d'homme, la dynamique était opposée au dialogue, mais aujourd'hui c'est la même dynamique qui est allée à la cité de l'OUA, siéger, organiser un dialogue sous les auspices de Kodjo, désigné par la communauté internationale, et ce dialogue a abouti à un accord signé avec la majorité. Pourquoi ce changement? Je ne crois pas que la dynamique avait... il ne s'agissait même pas de dialogue parce qu'on ne parlait plus de dialogue. À ce moment-là, en 2015, il était question de se battre pour ne pas avoir la modification de la loi électorale. Et ça aboutit à un soulèvement. Et c'est à ce moment-là que on comprendra que l'UDPS, pour lui, il faut aller au dialogue. Vous devez vous rappeler qu'à cette époque-là, cette manifestation n'a pas été soutenue par l'UDPS. Donc la dynamique est restée ferme, a travaillé et a réussi à barrer la route, finalement, à cette modification constitutionnelle. Mais par la suite, nous avons aussi déploré, nous avons beaucoup déploré le cache-cache joué entre l'UDPS et la majorité présidentielle, en tout cas le régime de Kabila. Oui, au Kitundu, Kalev se sont vus avec les représentants de l'UDPS, en tout cas mandatés, d'après ce que nous avons lu dans la presse, à Ibiza, à Monaco, pour discuter de la faisabilité de ce dialogue. Voilà, nous avons déploré ça. Nous avons essayé de savoir s'il n'y avait pas d'autre choix que cela avec l'UDPS, mais vous savez, nous n'avons pas réussi. Malheureusement, après cette histoire de rassemblement, je peux dire que le peuple a été quelque part démobilisé. Le peuple a été démobilisé. Nos amis sont allés au rassemblement, non pas parce que
Il y a une délégation. Vos amis de la dynamique. Merci. Ils sont allés au rassemblement, non pas parce que la dynamique était invitée au rassemblement, enfin invitée au conclave de Genval, mais ils sont allés parce que individuellement ils étaient invités. Oui. C'est pour moi, sans porter un mauvais jugement à ce qui s'est passé au conclave, la manière dont les invitations... Au conclave de Genval. La manière dont les invitations ont été faites était une façon de torpiller, de mettre un coup de... Donc officiellement, ce n'est pas la dynamique qui avait été invitée, mais c'est des personnalités faisant Ce sont partie... des individus oui. Faisant partie de la dynamique oui. qui ont répondu à des invitations individuelles. Oui. Et le travail fourni à l'intérieur leur a permis de rattraper tout ça en essayant de trouver un arrangement avec toute la dynamique pour faire apparaître la participation de la dynamique à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que quand les amis de la dynamique sont allés là-bas, ils avaient pris l'engagement de ne rien signer. Ils avaient pris l'engagement d'y participer à titre d'observateur. Là-bas, les choses ont changé. On est en politique. S'il y a des choses positives, il faut les accepter. Raison pour laquelle, d'ailleurs, à la fin du conclave, moi, président du PCPI, j'avais trouvé positif les conclusions. Les conclusions de Genval. Oui. Même si je n'étais pas très d'accord dans la manière où les choses ont été faites au départ, même là, j'avais quand même approuvé les conclusions de Genval. Oui, donc nous pouvons comprendre à travers votre explication que la dynamique de l'opposition a commencé à connaître des difficultés, des sérieuses difficultés à partir de ces invitations adressées de façon individuelle, parce que par la suite, nous verrons que M. Caméré, qui n'était pas à Genval, sera impliqué avec d'autres formations politiques dans le dialogue. Oui, bon, moi je pense que, est-ce que la solution était de prendre le chemin que Caméré a pris après? Je pense que non. Si Caméré voulait agir légalement avec la dynamique, être loyal avec la dynamique, il allait se battre et donner de la force après le retour de tous ces gens-là et essayer d'organiser de sorte que le bloc continue à exister, ce qui n'a pas été le cas. Bon, maintenant on va dire que la dynamique, le rassemblement qui a ici de Genval, a donné un coup de pied dans la dynamique. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on voit? Une machine qui était assez forte, très bien soudée. On voit des animateurs qui se sentent plus à l'aise derrière le leadership de Tshisekedi, lui laissant presque faire toutes les manœuvres, je veux dire. Alors que Tshisekedi a besoin plus de partenaires forts avec le poids de l'âge et puis la dureté de l'opposition. Il a plus besoin de nous, la dynamique à l'intérieur du rassemblement, une dynamique qui soit très forte, avec des animateurs qui prennent des positions. Un bloc qui prend des positions, capable même de renverser la table à l'intérieur du rassemblement. Parce que la dynamique a prouvé sa capacité d'être aux côtés du peuple, et cela ne pouvait pas normalement disparaître comme ça. Mais aujourd'hui, M. Massamba, nous assistons à un silence pratiquement de mort. La dynamique, on n'entend plus parler. Il y a plusieurs événements qui se déroulent au Congo et on n'entend plus parler de la dynamique, que ce soit à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, que ce soit en France, on ne parle plus de la dynamique, on ne parle que ces derniers temps du rassemblement.
Est-ce que cette dynamique existe encore? Bon, je crois que déjà pour les animateurs qui sont ceux qui sont devant, que l'on voit le plus souvent porter la parole de la dynamique, malheureusement, moi je regrette qu'ils ne se sentent pas assez forts, qu'ils ne sentent pas assez forts pour porter ce combat. Pour ça qu'ils laissent un peu plus le poids à celui qui est le président du comité des sages, porter tout ce poids. Alors que je pense qu'ils font erreur. Ils devraient accepter de porter ce poids, eux, à côté du leader du rassemblement qui est M. Tshisekedi. C'est pour ça que, en disant cela, je dis que moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Oui. Parce que moi je suis de la dynamique France. Nous ici, représentant le travail fait par les autres à Kinshasa, nous sommes là aussi pour apporter notre contribution. Et cette contribution, c'est prendre des positions à travers, par rapport à tous les événements, les moindres événements possibles, prendre position. Tout simplement parce que quand on est dans l'opposition, on est plus dans la posture de réagir par rapport à ce que fait le pouvoir, même si de temps en temps, nous pouvons émettre des positions, émettre des avis et pour donner montrer une direction, mais nous n'avons pas souvent, en tant que, comme nous n'avons pas les manettes du pouvoir, c'est difficile. Donc, en tant qu'opposant, on est obligé d'agir par réaction. Donc, en agissant par réaction, à chaque événement, nous devons répondre. Et cette réponse ne vient pas malheureusement avec les fonctionnements de nos organisations. Il s'avère que parfois, nous avons une lourdeur de la bureaucratie qui fait que les initiatives, même bonnes, sont difficiles à faire accepter par le groupe. Mais c'est un travail que moi, je me permets de faire avec nos amis ici. Je crois que d'ici là, nous aurons des réponses positives par rapport à ça. Oui, revenons au dialogue, au texte à l'accord qui en est sorti. Qu'est-ce que le PCPI a tiré comme leçon? Quel est le point de vue du PCPI par rapport à ce dialogue? Bon, je ne peux cesser de le répéter. Nous avons voulu un dialogue en 2011, 2012, 2013. Ce dialogue, je pense, devait comporter des conditions. Les conditions, c'était lesquelles? C'était tout ce qui posait problème aux élections en RDC. C'était la CENI, c'était la liberté de la presse, la liberté des hommes politiques, donc les libertés politiques, et puis la fin du mandat du président Kabila. Le 19 décembre. Le 19 décembre. 2016. Après, il y avait d'autres conditions aussi, comme les libertés, la libération des prisonniers politiques, aussi le retour des exilés, ça c'était aussi dans... Donc il y avait plusieurs propositions, plusieurs exigences pour aller au dialogue. Parce que aller seulement au dialogue comme ça, signifie qu'on ne veut rien résoudre du tout. Si on veut vraiment résoudre un problème, il faut tout ça. Il faut se rappeler aussi que quand nos délégués congolais sont allés à la table ronde en Belgique, ils avaient pris soin de faire libérer Lumumba pour vraiment commencer les vrais travaux. Donc, pour nous, le dialogue devait être conditionné. Et ces conditions étaient bien énoncées depuis longtemps dans tous les communiqués. Et même à la fin, avec le rassemblement, quand l'UDPS est entré dans la logique du dialogue et qu'il a voulu faire participer aux autres, on a vu les résolutions de Genval. Dans ces résolutions, ce sont toutes ces conditions qui ont été reprises. Malheureusement, ne pouvant répondre à ces conditions, Kabila a forcé
la porte en choisissant lui-même, en débauchant à gauche et à droite des gens qui pouvaient faire l'affaire du dialogue. C'est pour ça que pour nous, ce dialogue organisé à la Cité de l'OIA n'a pas de sens. Ce n'est pas un dialogue. C'est une rencontre qui a permis à Kabila, une rencontre organisée pour qui devait acter la continuité, enfin le maintien de Kabila après la fin de son mandat. Et en même temps gratifier ceux qui seraient acteurs de tout ça par la composition d'un nouveau gouvernement dite d'union nationale, mais je ne sais pas c'est quoi l'union nationale. C'est le fait d'avoir un Mukongo, un Mungala, je ne sais pas qui, dans un gouvernement. C'est ça vraiment l'union nationale? Je ne sais pas. Hein. Si nous voulons inventer le monde, la poudre